Durant l'hiver de 1887, alors que des vents glacials du nord soufflaient assez fort pour arracher la chair des eaux, se trouvait une demeure dans le territoire du Dakota où la température ne descendait jamais en dessous de 64 degrés Fahrenheit. Alors même que les colons voisins en étaient réduits à jeter leurs propres meubles au feu juste pour échapper à la mort par le gel, les habitants de cette maison particulière pouvaient s'y promener confortablement en manches de chemise. Elle ne possédait ni poêle en fonte sophistiquée venue de l'Est, ni véritable cheminée en briques. À vrai dire, en la regardant de l'extérieur, l'endroit était pratiquement invisible. De plus, la personne responsable de sa construction n'avait que 16 ans lorsque sa propre famille l'a mise à la porte, dans le froid. Son nom était Era Brennan. C'est à l'automne de 1886 qu'elle posa pour la première fois le pied dans la colonie de militants, transportant tous ses biens terrestres dans un sac de toile. À l'intérieur se trouvait une unique couverture de laine. Elle avait aussi un couteau, une cuillère, une fourchette, une modeste marmite et une paire d'assiettes en étain. Son sac de couchage était si mince qu'on pouvait sentir le contour des cailloux du sol en terre battue à travers le tissu. Enfin, elle avait emporté 3 livres usés, un dernier cadeau de sa mère avant son décès. Pour compléter ses possessions, il y avait une lanterne à pétrole, dont le réservoir n'était qu'à moitié plein. C'était là l'étendue de ses biens matériels. Enfin, ça et 200 dollars en pièces sonnantes et trébuchantes, amassés au cours de 3 années exténuantes comme domestique dans un salon de Chicago. Ces 200 dollars représentaient d'innombrables nuits blanches, des piles infinies de vaisselle récurée et chaque parole dure qu'elle avait silencieusement endurée. Elle s'était retrouvée chassée simplement parce qu'elle avait refusé d'épouser un prétendant choisi par son beau-père. Le futur marié était un veuf de 40 ans, son aîné, largement connu pour avoir la main plutôt leste. En entendant le refus d'Ara, son beau-père l'a traité de misérable ingrate. Il a froidement déclaré qu'une bouche inutile à nourrir n'avait pas droit à un toit au-dessus de sa tête. Par conséquent, par un matin frais de septembre, elle découvrit ses maigres affaires jetées dans la rue. Laissant cette vie derrière elle, elle monta à bord d'un train en direction de l'ouest, vers les parcelles de terre que le gouvernement donnait pratiquement à quiconque était assez courageux pour tenir 5 ans. C'était une des terres que la plupart des gens évitaient, principalement parce que les hivers brutaux là-bas pouvaient geler un homme adulte à mort en moins de 60 minutes. À son arrivée à Militain, les hommes du coin la regardèrent avec une pitié indéniable. Les femmes, quant à elles, détournaient simplement le regard. Le capitaine Osborne, une autorité autoproclamée en matière de survie à la frontière pour avoir lu quelques manuels, secoua la tête avec une résignation morose alors qu'elle descendait du chariot de ravitaillement. Il l'avertit sans détour, disant qu'elle ne tiendrait pas 4 semaines dans ces contrées. Jeune fille, ce territoire hostile n'était certainement pas un endroit pour une adolescente solitaire. Thomas Carver, Carver, qui se trouvait être le colon le plus riche de la région, proposa de l'engager comme domestique. Il lui offrit une compensation de 3 dollars par mois plus le gîte et le couvert. C'était, selon ses mots, un sort bien meilleur que de finir en sculpture de glace dans un fossé. Le révérend Whitmore intervint également, lui conseillant de prier pour un mariage rapide, affirmant que le Tout-Puissant n'offre aucun abri aux imbéciles qui osent défier Mère Nature. Ara n'offrit aucune réponse à leurs commentaires. Au lieu de cela, elle marcha d'un pas décidé vers sa concession, une parcelle de 10 acres de prairies bordant le ruisseau Willow, et resta là à contempler le vaste horizon. Les herbes hautes ondulaient comme un océan d'or sous la brise fraîche d'automne. Il n'y avait pas de bois, à l'exception d'un maigre groupe de peupliers près de l'eau. Il n'y avait absolument aucun rocher massif convenant à la pose de fondation solide. Tout ce qu'elle avait, c'était la terre sous ses bottes, le ciel immense au-dessus d'elle, et le souvenir persistant d'une histoire que son grand-père lui avait racontée dans son enfance. Son grand-père venait d'Irlande, d'un comté où les hivers étaient tout aussi impitoyables, à l'époque où les Britanniques confisquaient leurs fermes et incendiaient leurs maisons. Les familles les plus démunies parvenaient à survivre en creusant directement dans les flancs des collines. Ils appelaient ces abris improvisés des maisons de terre. C'étaient essentiellement des cavernes artificielles creusées à même le paysage. Il avait toujours insisté sur le fait que le sol lui-même fournissait de la meilleure isolation contre le gel mordant, une fois que l'on descendait à environ 3 pieds sous la surface. Il lui avait dit que la température variait à peine, quelle que soit la saison.
Il ne faisait jamais trop froid, ni étouffant de chaleur. Le sol respire d'une manière complètement différente du vent. La terre profonde conserve le souvenir de l'été pendant les plus sombres blizzards, tout comme elle retient la fraîcheur de l'hiver pendant les vagues de chaleur torride. Sortant sa lame, Ara traça un grand contour rectangulaire dans l'herbe de la prairie. Il mesurait environ 10 pieds de large sur 16 pieds de profondeur. Cette empreinte deviendrait sa nouvelle demeure. Les colons qui passaient sur leurs charrettes ne pouvaient s'empêcher de ricaner. Regardez la sotte fille qui joue dans la terre, traçant des dessins sur le sol, se moquait-il. Du haut de sa selle, Thomas Carver lui cria qu'elle ne faisait que gaspiller la précieuse lumière du jour. Il insista sur le fait qu'elle avait besoin de bois de construction, de clous en fer et d'un homme compétent pour superviser les travaux. La femme du capitaine Osborne passa avec un panier de pain frais, murmurant « Pauvre petite » d'un ton compatissant. Elle chuchota que la fille serait sûrement dans sa tombe avant Thanksgiving. Cependant, Hera était loin de s'amuser. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de l'aube pointaient sur les plaines, elle commença à creuser. Elle ne possédait pas de véritable pelle. Au lieu de cela, elle utilisait une branche aiguisée et ses propres poings. Elle creusa et continua de creuser. La couche arable du Dakota se révéla obstinément dure, cimentée par des millénaires de racines épaisses de la prairie. S'enfoncer de seulement 12 pouces de plus lui prit une journée entière de labeur éreintant. Ses paumes furent bientôt à vif et en sang. Ses ongles s'écaillèrent et s'arrachèrent. À la tombée de la nuit, sa colonne vertébrale hurlait de douleur. Elle dormit directement sur le sol à côté de sa fosse naissante, emmitouflée dans son unique couverture, la tête posée sur le sac de toile. Le troisième après-midi, le révérend Whitmore lui rendit visite. Il se tint au bord de sa tranchée, observant ses progrès. Il lui demanda ce qu'elle pouvait bien essayer d'accomplir, l'appelant « mon enfant ». Ara n'interrompit même pas son grattage. Gardant les yeux fixés sur la terre, elle répondit qu'elle construisait sa maison. Le révérend, le saint homme, laissa échapper un rire condescendant. Il déclara que ce n'était pas une maison, mais plutôt une tombe qu'elle creusait prématurément pour elle-même. « Le Seigneur nous a donné des mains pour que nous puissions construire vers les cieux, prêcha-t-il, pas vers le bas, dans la boue. » Ara planta son bâton dans l'argile et croisa enfin son regard. Elle rétorqua, soulignant que le Tout-Puissant nous avait aussi fourni la terre même sur laquelle nous nous tenons, et la terre, nota-t-elle, sait exactement comment abriter ses enfants. Le prédicateur s'éloigna en marmonnant entre ses dents sur l'arrogance têtue de la jeunesse. Au fil des jours, le cratère s'agrandit régulièrement. Une fois qu'elle atteignit la marque des 5 pieds, Ara découvrit que le sol souterrain devenait beaucoup plus coopératif, devenant humide et malléable. Elle continua à descendre jusqu'à ce que le sol se trouve à 6 pieds complets sous la surface de la prairie. Ensuite, elle entreprit de sculpter les parois verticales. Elle lissa les murs de terre avec la paume de ses mains. Elle tassa l'argile fermement, presque comme si elle pétrissait une pâte dure. Pour façonner une fondation de niveau, elle transporta des pierres de rivière depuis le lit du ruisseau, les portant dans les plis de sa jupe. Elle fit des allers-retours épuisants. Chaque caillou fut délibérément positionné pour former un plancher solide, conçu pour absorber et emprisonner la chaleur rayonnante. Ensuite, la structure nécessitait un toit. Naturellement, elle n'avait aucun fonds pour acheter du bois de scierie. Par conséquent, elle arpenta les rives du ruisseau Willow à la recherche de bois tombé. Elle ramassa des peupliers morts, des branches robustes et des membres de l'épaisseur de son propre bras. Attachant une corde autour de sa taille, elle les traîna un par un depuis le bord de l'eau jusqu'à son site de construction. Chaque rondin était si incroyablement lourd qu'elle se voyait forcée de s'arrêter tous les 30 pieds juste pour reprendre son souffle. Les colons voisins qui l'observaient pensaient qu'elle ne faisait que stocker du bois de chauffage pour la saison froide. Ils ne se doutaient guère qu'elle cherchait en réalité des solives pour son toit. En triant sa récolte, elle choisit les morceaux les plus droits, chacun mesurant environ 4 pouces de diamètre et 8 pieds de long. Elle posa ses poutres sur la largeur de sa fosse de terre, en les espaçant précisément de 12 pouces. Cet agencement formait une charpente solide ressemblant au squelette nervuré d'un plafond. Ensuite, elle retourna dans les plaines avec sa lame et commença à découper des blocs de tourbe. Ces modes étaient des briques denses de terre arable, maintenues fermement par un enchevêtrement de racines d'herbes vivantes.
Chaque morceau mesurait environ 12 pouces de large, 2 pieds de long et 3 bons pouces d'épaisseur. Leur poids était écrasant. Elle pouvait à peine les soulever du sol. Elle trancha, elle transporta, elle empila. Morceau par morceau, minutieusement, elle posa les blocs de tourbe sur les chevrons de peuplier formant des couches épaisses. Elle réussit à poser 3 couches complètes de tourbe. Cela représentait environ 10 pouces de terre de prairie vivante suspendue juste au-dessus de sa tête. C'était un sol qui pouvait encore respirer. Un sol qui servait d'isolant parfait. Pour construire la façade extérieure, elle utilisa d'autres de ces rondins de peuplier de 4 pouces, d'environ 8 pieds de haut. Elle les enfonça verticalement dans le sol, côte à côte, ressemblant aux poils d'un peigne surdimensionné. Dans les interstices entre les bois, elle coinça des poignées d'herbes de prairies séchées. Puis, en mélangeant de l'argile du lit de la rivière avec de l'herbe supplémentaire et de l'eau, elle prépara un mortier épais et robuste. S'appuyant uniquement sur ses mains nues, elle colmata et scella chaque fissure, chaque petit trou et toute crevasse où un vent de prairie pourrait s'infiltrer. Une fois que le soleil l'eut frappé, le mélange de boue durcit pour devenir aussi solide que du granit. Plus bas le long du ruisseau, elle tomba sur quelques planches usées, du bois de récupération d'un vieux chariot couvert abandonné. Utilisant ces planches récupérées, elle bricola une porte de fortune. Elle était loin d'être belle, suspendue légèrement de travers sur ses gonds, mais elle fermait hermétiquement, ce qui était tout ce qui comptait. Elle façonna un chambranle solide avec de la boue et des pierres supplémentaires, puis ajusta le panneau de bois dans l'ouverture. Soudain, elle possédait une véritable entrée, une sortie et une barrière fiable pour enfermer la nature sauvage à l'extérieur. Pour ce qui est du chauffage, un poêle en fer fabriqué en usine était totalement hors de question. Ces lourds poêles éventrus coûtaient environ 50 $ à l'époque. Elle avait déjà épuisé presque toutes ses économies en outils manuels essentiels et en payant les frais d'enregistrement de sa concession. Sans se décourager, elle construisit un foyer sur mesure entièrement en pierre de rivière lisse. Elle sélectionna avec soin des roches de la taille d'un poing, fortement polies par les courants et très résistantes aux températures extrêmes. En les empilant soigneusement dans un coin de son abri, elle conçut un petit foyer capable de brûler en toute sécurité de modestes fagots de petits bois. Quant à l'évacuation de la fumée, elle réutilisa des boîtes de pétrole jetées, récupérées dans le tas d'ordures de la colonie. En aplatissant les boîtes, en les reliant et en scellant les joints avec de l'argile humide, elle improvisa un conduit. Cela donna un tuyau de poêle en métal de fortune qui sortait directement à travers le toit de tourbe, évacuant efficacement les gaz dans l'air libre. Ce n'était guère une installation parfaite, mais elle s'avéra remarquablement fonctionnelle. Elle pouvait allumer un petit feu avec des brindilles sèches. La fumée qui en résultait montait parfaitement dans le conduit en éteint. Pendant ce temps, la chaleur générée restait piégée à l'intérieur. Plus important encore, le foyer rocheux absorbait cette énergie thermique, la restituant progressivement dans la pièce pendant des heures, bien après que les braises se soient éteintes. Du début à la fin, l'ensemble de l'entreprise lui coûta exactement 27 $. Le reste de ses maigres fonds avait été dépensé en provisions essentielles. Farine, sel, un morceau de lard et un sac de haricots secs. Ses poches étaient complètement vides, dépouillées jusqu'au dernier sou de cuivre. Néanmoins, elle possédait maintenant un toit solide au-dessus de sa tête. Elle était entourée de 4 murs de terre garantis pour bloquer les vents hurlants, et elle se tenait sur un sol que ses pieds nus pouvaient fouler sans se transformer en glace. Au moment où elle régla les derniers détails, on était à la mi-octobre. Les peupliers bordant le ruisseau avaient perdu leurs dernières feuilles. Des volées d'oued migraient déjà vers le sud, dessinant des formes distinctes en V, semblables à des flèches, à travers les nuages. Pendant ce temps, les pionniers vétérans de la colonie commencèrent à échanger de sombres prédictions concernant l'hiver approchant. Le consensus était qu'il s'annonçait brutal, exceptionnellement rude, un froid qu'ils sentaient déjà dans leurs articulations. En ville, Thomas Carver avait érigé une impressionnante maison à ossature de 2 étages avec de véritables vitres en verre. Il avait facilement dépensé 800 $ rien qu'en bois de scierie de première qualité. 100 $ supplémentaires étaient allés dans de lourds clous en facteur et de solides charnières en laiton.
De plus, il s'était offert le luxe d'un poêle de chauffage en fonte haut de gamme pour 200 $, expédié directement de Chicago. L'homme avait certainement toutes les raisons de se vanter, car sa résidence était indéniablement la plus grande structure de toute la ville frontalière. Debout nonchalamment sur son spacieux porche, il prenait un grand plaisir à regarder vers la parcelle d'Ara et à secouer la tête avec une fausse sympathie. Une si sotte et tragique petite fille, pensait-il, survivant comme un blaireau sauvage dans un terrier. Le capitaine Osborne, naturellement, avait construit une cabane en rondin qui respectait strictement les schémas de son fidèle guide de survie du pionnier. Elle arborait des poutres taillées avec précision, un épais colmatage d'argile pressé entre chaque rondin et un toit à forte pente couvert de bardeaux de cèdre authentiques. Le coût total de son projet s'élevait à 500 $. Dans son esprit, il avait calculé et exécuté chaque détail à la perfection. De son point de vue, quiconque était assez fou pour ignorer les méthodes de construction éprouvées des manuels ne faisait que chercher l'échec désastreux. La famille du révérend Whitmore occupait la plus ancienne demeure de la colonie, une structure brute en planches à clin surmontée d'un lourd toit en toile goudronnée. Ce n'était guère luxueux, mais cela maintenait un air de respectabilité pionnière. Cela représentait exactement le genre de maison solide qu'une famille juste et craignant Dieu devait posséder. Pas plus tard que le dimanche précédent, le prédicateur avait prononcé un sermon enflammé, détaillant la nécessité spirituelle de construire comme le Seigneur l'entendait. Cela signifiait s'élever vers les cieux, proclama-t-il, plutôt que de creuser dans la terre comme de villes taupes et serpents. Lorsque novembre arriva, l'atmosphère devint indéniablement glaciale. L'aube se levait régulièrement pour révéler une épaisse couverture de givre blanc sur l'herbe de la prairie. Toutes les flaques d'eau gelaient sous la lune de minuit. Poussé par le froid, Ara alluma enfin une allumette pour faire le tout premier feu à l'intérieur de son abri de terre. Elle utilisa de délicates brindilles, aucune plus épaisse que son petit doigt. Les ayant ramassées pendant plusieurs semaines, elle avait stocké le petit bois dans un coin sombre pour s'assurer qu'il sèche complètement. Le feu qui en résulta fut assez modeste, à peine plus grand qu'une paire de poings serrés. Malgré sa taille, une chaleur authentique imprégna rapidement son espace de vie douillet. Les épais murs de terre absorbèrent avidement l'énergie thermique. Sa fondation de gravier piégea et ancra la chaleur. Ainsi, au moment où elle ferma sa porte en bois de travers, le froid mordant fut efficacement banni à l'extérieur. Pour la toute première fois depuis son arrivée dans le territoire du Dakota, Ara s'endormit cette nuit-là sans frissonner une seule fois. Son mince sac de couchage reposait directement sur le sol en pierre. Sa couverture de laine restait solidement blottie autour de ses épaules. Pendant tout ce temps, la chaleur persistante rayonnant de son foyer en pierre maintenait l'air ambiant à une température si remarquablement stable qu'elle pouvait prendre de profondes inspirations sans que ses poumons ne lui fassent de mal à cause du gel. Dehors, dans les plaines, les vents de la prairie hurlaient violemment. Pourtant, à l'intérieur, une tranquillité absolue régnait en maître. C'était un silence profond, évoquant la sensation d'être en sécurité, bercé au plus profond du sein même de la Terre. Il n'y avait absolument aucun courant d'air glacial, aucune fissure sifflante, et pas une seule vitre qui cliquetait dans son cadre. Les seuls sons qui brisaient le silence étaient le crépitement occasionnel d'une braise et la présence subtile et constante du sol, accomplissant son ancienne promesse protectrice. Dans sa grande demeure de 2 étages, Thomas Carver se retrouvait soudainement face à un défaut de conception flagrant. Son magnifique poêle de Chicago dévorait une quantité incroyable de bois de corde, essayant de pousser la chaleur à travers un intérieur si vaste et ouvert. Chaque matin, lui et ses 2 garçons se voyaient contraints de couper du bois pendant 2 heures solides, juste pour produire assez de combustible pour maintenir le foyer allumé jusqu'au coucher du soleil. De plus, une fois la nuit tombée et les flammes finalement diminuées, la température à l'intérieur du salon chutait à une vitesse terrifiante. Chaque once de chaleur s'échappait avidement par les minuscules interstices entre les planches. Elle filtrait directement vers le haut et sortait par les solives du plafond. La précieuse chaleur montait simplement et disparaissait dans le ciel d'hiver. Au milieu de novembre, Thomas avait déjà incinéré plus de son stock de combustible d'hiver qu'il n'en avait initialement prévu pour toute la saison neigeuse. Simultanément, le capitaine Osborne réalisait que son cher manuel de survie à la frontière avait commodément passé sous silence un détail plutôt crucial.
Le colmatage d'argile humide qu'il avait méticuleusement tassé entre les rondins avait tendance à rétrécir considérablement lorsque le mercure chutait. La boue sèche se fracturait et se couvrait de fissures. Naturellement, les vents de la prairie localisèrent rapidement chacune de ces nouvelles vulnérabilités. Lui et sa femme passaient bientôt leurs après-midi entiers à fourrer frénétiquement des chiffons déchirés dans les interstices, essayant désespérément de boucher les courants d'air glacial. Malheureusement, au lever du soleil, une nouvelle série de fissures se révélait inévitablement. Le froid glacial continuait de s'infiltrer à l'intérieur comme une sorte de cambrioleur invisible. La maisonnée Whitmore, cependant, luttait contre la situation la plus désastreuse de toutes. Leur toit en toile goudronnée tendue n'était absolument pas conçu pour supporter le poids écrasant des précipitations hivernales. Par conséquent, lorsque la première tempête importante de la saison déversa 6 pouces de neige lourde et humide, la toile commença immédiatement à s'affaisser dangereusement au milieu. L'eau de fonte glacée se mit rapidement à goûter sur leur table à manger et à éclabousser directement leurs lits de camp. Paniqué, le révérend grimpa sur le toit, armé d'un balai pour enlever l'accumulation. Mais la toile fragile se déchira brusquement. Soudain, ils se retrouvèrent à regarder un trou de la taille d'une assiette dans leur plafond. Le prédicateur rafistola frénétiquement la déchirure avec un morceau de vieille couverture enduit de poids. Pourtant, le mal était déjà fait. Le gel mordant s'engouffrait par ce point faible, exactement comme l'eau de l'océan inondant un navire en perdition. Pendant ce temps, bien à l'abri dans son abri, Ara vivait dans un état de tranquillité qui frisait le miraculeux. Sa maison de terre compacte se maintenait constamment autour de 64 degrés Fahrenheit à l'intérieur, ne nécessitant rien de plus qu'un petit feu matinal et un second feu modeste juste avant le crépuscule. L'immense masse thermique de la terre de la prairie, les tonnes littérales de terre arable l'enveloppant de presque tous les côtés, fonctionnaient un peu comme une batterie de chauffage colossale. Elle absorbait progressivement la chaleur pour ne la libérer qu'à un rythme lent et délibéré. Il n'y avait absolument aucun pic brutal ni de chute soudaine du climat intérieur. Elle ne jouissait que d'une couche de confort stable et miséricordieuse. Elle mangeait son pain rassis et ses haricots bouillis, assise en tailleur sur son sac de couchage. Elle se divertissait en lisant ses 3 livres chéris à la lueur ambrée de la lanterne à pétrole. De plus, chaque nuit avant de s'endormir, elle remerciait silencieusement son grand-père de lui avoir transmis cette vieille histoire sur les habitations de terre en Irlande. Il était passé dans l'autre monde alors qu'elle n'était qu'une fillette de 8 ans. Néanmoins, ces paroles d'antan étaient la raison précise pour laquelle elle respirait encore aujourd'hui. Un après-midi de fin novembre, Thomas Carver Jr., le fils aîné du clan Carver, se promenait près du ruisseau Willow lorsqu'il remarqua un filet de fumée s'échappant de ce qui semblait être un monticule de terre bas. Totalement déconcerté, il s'approcha pour enquêter. C'est alors qu'il réalisa qu'il regardait la cheminée en éteint de fortune d'Ara. La fumée n'était qu'un faible filet vaporeux, presque complètement invisible. Elle ne ressemblait en rien aux épaisses colonnes noires tourbillonnantes qui s'échappaient des cheminées de la colonie principale. Poussé par la simple curiosité, il s'approcha de sa porte en bois et frappa fermement. Ara ouvrit grand le panneau et une vague immédiate d'air doux s'échappa de l'intérieur. Thomas Junior resta là, la mâchoire lui tombant pratiquement sur la poitrine. Il exigea de savoir comment une telle chose était même physiquement possible. Il fait considérablement plus douillet dans cette cave que dans notre salon, balbutia-t-il, et nous avons un véritable poêle fabriqué à Chicago. Ara offrit un sourire modeste et fugace. Elle informa le garçon que la terre brute est un bien meilleur chauffage que n'importe quel métal forgé. Votre poêle ventru en fer est conçu pour chauffer l'air, expliqua-t-elle. Pourtant, l'air chauffé trouve toujours un moyen de s'échapper. Mon installation se concentre sur le réchauffement de la terre elle-même, et le sol sous nos pieds, lui, ne va certainement nulle part. Le jeune homme déconcerté retourna en courant à sa propriété et raconta toute la rencontre à son père. Thomas Carver refusa catégoriquement d'en croire un mot. Il accusa immédiatement le garçon d'inventer des histoires. Il théorisa qu'Ara avait probablement allumé un feu de joie massif juste avant que le garçon ne passe, simplement pour faire une démonstration impressionnante. Personne ne peut rester confortablement au chaud en vivant dans un trou de terre, déclara le patriarche, jugeant cela comme une impossibilité physique absolue. Cependant, la semaine suivante,
Alors que Thomas Carver passait à cheval près de l'abri d'Ara, en route pour la ville, il aperçut lui aussi ce filet de fumée étonnamment faible. Soudain, il se sentit piqué par la curiosité, bien que celle-ci fût fortement teintée d'une dose amère de ressentiment. Après tout, il avait investi plus de 1 000 $ dans la construction de sa magnifique demeure. Il avait fidèlement suivi les conseils d'experts chevronnés de la frontière. Il avait exécuté chaque étape parfaitement, selon les règles. Malgré tout cela, toute sa famille grelottait violemment chaque matin, attendant désespérément que le foyer réchauffe le salon. Pendant ce temps, cette adolescente marginale et insensée, accroupie dans une tranchée impie, vivait apparemment dans un confort total. Le capitaine Osborne avait élaboré sa propre hypothèse personnelle sur la situation. Il insistait obstinément sur le fait qu'Ara devait alimenter son poêle avec des bouses de bison séchées, arguant que la bouse séchée brûlait beaucoup plus chaud que le bois standard. Alternativement, il spéculait qu'elle aurait pu accidentellement tomber sur une veine de charbon peu profonde en creusant sa fosse. Il devait absolument y avoir une explication scientifique logique à tout cela. Ces précieux manuels de survie ne pouvaient tout simplement pas être erronés. Les stratégies frontalières éprouvées ne pouvaient tout simplement pas être surpassées par les improvisations bizarres d'une pionnière sans éducation. Décembre finit par arriver, apportant avec lui des vents violents qui faisaient larmoyer les yeux d'un homme de manière incontrôlable. C'était ce type de gel profond qui cristallise instantanément l'expiration d'une personne juste devant son visage. Le bétail dans les pâturages commença à mourir. Les vieilles poules furent les premières à périr, rapidement suivies par une poignée de porcs. Les bovins se serraient les uns contre les autres dans leurs étables. Pourtant, même avec cette chaleur corporelle partagée, quelques-uns des veaux les plus faibles ne survécurent pas aux nuits les plus glaciales. Dans un acte de pur désespoir, Thomas Carver vint à arracher les lisses de sa clôture en bois juste pour alimenter sa fournaise. Ses amples réserves de bois de corde s'étaient complètement épuisées. Il avait lamentablement sous-estimé le volume de combustible qu'un hiver rigoureux des plaines exigeait. Sa pauvre femme était tourmentée par une toux sèche, résultat direct de la fumée de bois épaisse qui refluait régulièrement dans le salon chaque fois que le vent changeait de direction. Les garçons étaient forcés de dormir dans leurs lourds vêtements de jour, enfouis sous chaque couette et couverture que la famille possédait. Malgré ces mesures drastiques, ils se réveillaient encore régulièrement avec les orteils complètement engourdis. Plus loin sur la route, le capitaine Osborne avait frénétiquement colmaté presque toutes les fissures de ses murs en rondins, utilisant une pâte désespérée faite de boue fraîche, de chiffons déchiquetés et de vieux morceaux de journaux. Sa faille fatale, cependant, s'avéra être le plafond voûté. L'énergie thermique durement gagnée montait naturellement, s'échappant directement à travers les minces bardeaux de cèdre. L'homme était douloureusement conscient du phénomène. Chaque fois qu'il se tenait près du foyer, il pouvait sentir physiquement le courant d'air chaud monter le long de ses joues, et il savait très bien que sa précieuse chaleur se dissipait simplement dans les cieux sombres et glaciales au-dessus. Le révérend Whitmore se retrouva piégé dans un rythme quotidien vraiment épuisant. Selon une rotation stricte de 2 heures, quelqu'un dans la famille était obligé de sortir du lit pour raviver les braises mourantes. S'il laissait bêtement les flammes s'éteindre, le climat intérieur chutait avec une telle rapidité que l'eau potable dans leurs seaux en bois gelait complètement. Pour ne rien arranger, sa femme était tombée gravement malade. Elle souffrait de fortes poussées de fièvre et de violents frissons. Elle ne pouvait garder une seule bouchée de nourriture solide dans son estomac. Le prédicateur offrait des prières incessantes. Pourtant, ses ferventes supplications ne firent absolument rien pour augmenter la température à l'intérieur de la structure en planche pleine de courants d'air. Ara, de l'autre côté de la médaille, avait adopté une routine incroyablement simple. Elle se réveillait chaque matin lorsque l'aube grise et terne parvenait à percer à travers les minuscules interstices encadrant sa porte en bois. Elle allumait un petit feu modeste, faisait bouillir une casserole d'eau pour ses flocons d'avoine du matin et mangeait tranquillement son petit déjeuner. Le reste de ses heures de clarté était consacré à de menus travaux d'entretien, à se perdre dans ses livres ou simplement à se détendre dans la chaleur inébranlable de son sanctuaire souterrain. Une fois le crépuscule installé, elle allumait un dernier petit feu, consommait son souper, lisait un autre chapitre ou deux et s'endormait paisiblement.
Elle ne gaspillait aucune énergie physique à convulser de froid. Elle ne brûlait pas frénétiquement des montagnes de bois de corde juste pour repousser la faucheuse. Elle vaquait simplement à ses occupations, et à chaque lever de soleil, elle se sentait plus robuste, pas plus fragile. Le 22e jour de décembre 1886, les cieux prirent une teinte jaunâtre et maladive. Les chevaux de trait devinrent visiblement agités. Les chiens de ferme poussèrent des hurlements lugubres, et les barbes grises de la colonie murmurèrent les mots mêmes que personne ne souhaitait entendre. Une énorme tempête arrive, plus grande que tout ce que nous avons jamais vu. Le blizzard frappa ce soir-là même. Il n'arriva pas doucement non plus. Il descendit comme une bête affamée qui avait patiemment attendu son heure. Des vents de la force d'une tempête se déchaînèrent avec une telle frénésie qu'ils arrachèrent les bardeaux de bois des toits. La neige ne tombait pas tant qu'elle ne soufflait entièrement de côté, créant un voile blanc aveuglant. De plus, le mercure plongea violemment. Il atteignit 4 degrés en dessous de 0 Fahrenheit. Puis il chuta à 22 en dessous. Finalement, il toucha le fond à un glacial 40 en dessous. Chez Thomas Carver, le poêle en fer rugissait en consommant des morceaux de meubles sacrifiés. D'abord une chaise, puis une autre. Bientôt, des sections de la table de cuisine furent livrées aux flammes. Il brûlait absolument tout ce qui pouvait prendre feu. Pourtant, cela ne suffisait tout simplement pas à repousser le froid. Des courants d'air glacial se frayaient un chemin sous les cadres de porte. Le givre s'infiltrait à travers les vitres. Il pénétrait même le bois même des murs. Les plus jeunes étaient en larmes. Sa femme les serra tous très fort les uns contre les autres, sous chaque couette, manteau d'hiver et morceau de tissu qu'ils possédaient. Néanmoins, le froid mordant agissait comme un acide corrosif, rongeant chaque couche de défense. À l'intérieur de la cabane en rondin du capitaine Osborne, les poutres du toit commencèrent à gémir sous le poids écrasant des congères qui s'accumulaient. L'homme réalisa très bien que si la structure s'effondrait, il serait soit écrasé sur le cou, soit laissé à mourir de froid. Il tenta de sortir pour déblayer le toit, mais la force pure de la tempête le projeta à plat sur le dos. La visibilité était réduite à moins de 3 pieds. Il réussit à peine à retrouver sa propre porte d'entrée à tâtons. À l'intérieur, sa femme priait ardemment à voix haute, récitant le Notre Père encore et encore. Le clan Whitmore se trouvait dans une situation encore plus désespérée. La rupture de leur toile en toile, malgré le rapiessage improvisé à la poix, canalisait activement la neige directement à l'intérieur. Des monticules blancs et glacés s'empilaient régulièrement au milieu de leur salon. Le révérend essaya désespérément de tendre une bâche intérieure pour bloquer l'ouverture, mais le tissu était gelé et raide comme une planche. Sa femme, déjà souffrante, était secouée de frissons si violents que ses dents claquaient de manière audible. Les jeunes avaient l'air d'une pâleur mortelle. Une teinte bleuâtre et maladive distincte avait envahi leurs lèvres. À ce moment précis, au cœur de cette nuit noire, Thomas Carver prit une décision radicale. Il se tourna vers sa femme et ses garçons, déclarant sans embâge « Nous ne verrons pas le lever du soleil dans cette maison. Nous devons nous rendre chez la fille, leur ordonna-t-il. Nous devons atteindre la parcelle d'Ara. Elle a de la vraie chaleur là-bas. Je l'ai vue de mes propres yeux. » Sa femme rejeta immédiatement l'idée. Elle argua que ce n'était rien d'autre qu'un sale trou dans la terre. Comment un trou de boue pouvait-il offrir un meilleur abri que leur belle maison en bois? Thomas répliqua avec une pointe de rudesse dans la voix, soulignant que l'adolescente, elle, n'était pas en train de mourir de froid. « Et nous, si, lança-t-il. Maintenant, en route. » Ils emmaillotèrent les jeunes dans toutes les couvertures disponibles, cherchant à ne pas se séparer dans le voile blanc. Ils s'attachèrent les uns aux autres avec des cordes nouées fermement autour de leur taille. Sur ce, ils plongèrent dans la nuit d'hiver infernale. Les rafales féroces les soulevèrent presque de leurs bottes. Des cristaux de glace volant leur cinglaient les joues comme un millier d'aiguilles à piquantes. Thomas connaissait le chemin. C'était à peine à un demi-mile de distance. Pourtant, en bravant ces conditions monstrueuses, chaque pas ressemblait à une véritable guerre. À un moment donné, son fils aîné trébucha et tomba. Thomas le remit de force sur ses pieds. Ils continuèrent à avancer à travers les congères. Leurs poumons brûlaient férocement à chaque inspiration de l'air glacial. Toute sensation avait complètement abandonné leurs mains. Leurs bottes semblaient enfermer des blocs de glace solides. En atteignant enfin l'abri de terre d'Ara,
Thomas martela la porte en bois de travers comme un possédé. Il hurla par-dessus le vent, la suppliant de déverrouiller. « S'il vous plaît, laissez-nous entrer, » cria-t-il. « Nous périssons ici dehors. » La porte de fortune s'ouvrit immédiatement vers l'intérieur. La famille Carver épuisée bascula juste par-dessus le seuil. Le contraste de climat était si saisissant qu'il en était physiquement douloureux. Une bouffée d'air doux frappa leur visage gelé comme une gifle à main ouverte. Thomas haleta avidement pour reprendre son souffle. Sa femme éclata en sanglots lourds. Les petits garçons restèrent simplement plantés là, tremblant violemment, totalement incapables de comprendre la sensation qui les envahissait. C'était comme franchir le seuil d'un royaume entièrement différent. C'était un havre où l'hiver brutal de la frontière n'avait aucun pouvoir. Ara sécurisa hâtivement la porte derrière les intrus. Elle leur ordonna fermement d'enlever immédiatement leurs vêtements extérieurs trempés. « Faites vite, » avertit-elle, « avant que le froid du tissu humide ne vous achève. » Elle leur céda son unique couverture de laine. Elle leur donna même son mince sac de couchage. Elle fit asseoir la famille grelottante juste à côté des pièces du foyer, qui rayonnait encore une chaleur agréable de son petit feu du soir. De plus, sans prononcer un seul mot de ressentiment, s'abstenant totalement de mentionner les nombreuses fois où il s'était moqué de son existence, Ara mit simplement une casserole d'eau à bouillir pour le thé. Là était assis Thomas Carver, le gentleman même qui avait prédit sa mort dans les 30 jours. Le même homme qui lui avait accordé sa pitié comme si elle était une humble mendiante de rue, maintenant blotti dans son terrier de terre, sentant le sang de la vie dégeler lentement ses membres gelés. Les mots lui manquaient complètement. Il ne pouvait même pas rassembler le courage de croiser son regard. La honte écrasante qui pesait sur ses épaules semblait infiniment plus lourde que le blizzard à l'extérieur. Environ 1 heure plus tard, un autre martèlement frénétique secoua le cadre de la porte. Il s'agissait du capitaine Osborne et de sa femme. Le toit en cèdre de leur cabane de manuel avait finalement commencé à s'effondrer. Poussés par la panique, ils s'étaient précipités vers le seul endroit qu'ils savaient abriter une véritable chaleur salvatrice. Ara leur accorda l'entrée sans hésitation. Elle les serra dans l'espace exigu juste à côté du clan Carver. Elle n'avait plus de literie et de rechange à offrir. Pourtant, le climat ambiant à l'intérieur de l'abri de tourbe restait si constamment doux que des couches supplémentaires étaient totalement inutiles. Puis, quelques instants seulement avant que le soleil ne soit censé se lever, la famille Whitmore apparut. Le prédicateur portait littéralement sa femme inconsciente dans ses bras. Leurs jeunes enfants gémissaient de terreur pure. C'était le révérend même qui avait prêché avec force sur la construction vers les cieux. Pourtant, le voilà qui pleurait et louait le Tout-Puissant pour une caverne boueuse creusée dans la terre de la prairie. 14 âmes étaient maintenant entassées dans un abri conçu pour un seul occupant. Ils étaient serrés comme des sardines en conserve. Néanmoins, ils étaient au chaud. Ils respiraient. Pendant tout ce temps, alors que la tempête hurlait à l'extérieur, transformant les plaines en un purgatoire blanc et gelé, une sérénité complète régnait à l'intérieur. La femme malade du révérend reprit conscience quelques heures plus tard. Sa fièvre déchaînée était miséricordieusement tombée. La chaleur ambiante inébranlable accomplissait efficacement ce qu'aucun tonique d'apothicaire ne pouvait faire. 48 heures complètes s'écoulèrent avant que la tempête ne s'épuise enfin. Ce furent 2 jours entiers où s'aventurer à l'extérieur était une impossibilité absolue. Pendant cette claustration, Ara partagea librement ses maigres rations. Elle offrit son pain rassis, elle distribua ses haricots bouillis, elle rationna l'eau du ruisseau qu'elle avait stockée dans sa marmite. Ce n'était guère un festin. Pourtant, cela tenait la famine à distance, et alors qu'ils mâchaient leurs humbles repas, attendant tranquillement que la tempête bestiale à l'extérieur s'épuise, Thomas Carver rompit enfin son silence. Il avoua sa confusion totale. « Je ne peux tout simplement pas comprendre comment cela fonctionne, » admit-il. « Comment est-ce que... » Il fit une pause, luttant pour trouver un terme respectueux. Comment cette demeure peut-elle retenir une telle chaleur, sans une véritable fournaise en fer, sans de véritables murs en bois, sans rien de convenable du tout? Ara croisa le regard de l'homme riche. Elle répondit doucement que les murs étaient en fait incroyablement authentiques. « Ils sont façonnés à partir de la terre elle-même, » expliqua-t-elle. « Et la terre a une longue mémoire. Le sol profond conserve l'essence de juillet jusqu'au plus sombre des blizzards.
Une fois que vous descendez à environ 6 pieds sous la croûte, le climat ne varie presque pas du tout. Il reste obstinément entre 50 et 60 degrés Fahrenheit toute l'année. Par conséquent, chaque fois que j'allume un petit fagot de brindilles, je n'essaie pas bêtement de chauffer l'air vide. Je cuis l'argile environnante. Par la suite, la Terre accumule cette énergie. Elle la restitue à un rythme très lent. Elle agit un peu comme une mère emmaillotant fermement son nourrisson pendant les heures sombres. Le capitaine Osborne secoua la tête, incrédule. Il marmonna que son fidèle guide du pionnier ne contenait pas un seul paragraphe sur ce phénomène. Ara offrit un sourire quelque peu mélancolique. Elle souligna que ces manuels avaient été écrits par des messieurs qui avaient les moyens de faire venir du bois de Sierry. Mes tactiques de survie, cependant, ont été forgées par des gens désespérés qui ne pouvaient pas se permettre un seul clou. Il existe une ingéniosité profonde, née de la pure pauvreté, que la richesse infinie ne saisira jamais tout à fait. Une fois le blizzard enfin passé, ils émergèrent dans un paysage complètement transformé. Les congères dépassaient facilement la hauteur de la taille. Les fermes dispersées dans la colonie ne ressemblaient plus qu'à des goélettes coulées dans une mer blanche aveuglante. Le beau toit en bardeau couronnant la cabane du capitaine Osborne s'était entièrement effondré sous la pression. La magnifique demeure de 2 étages de Thomas Carver avait subi des vitres éclatées, brisées par l'immense pression des vents hurlants et de la glace tassée. Quant à la résidence des Whitmore, elle avait été dépouillée de près de la moitié de sa couverture en toile. Pourtant, l'humble abri de tourbe d'Ara, parfaitement camouflé sous une épaisse couverture de poudreuse, restait absolument intact. Quand ils poussèrent cette porte en bois de travers et sortirent dans l'éblouissement du soleil sur la neige, c'était comme sortir de la tombe. L'air du matin restait assez vif pour couper les poumons d'un homme en lambeaux. Néanmoins, il respirait encore. Au cours des semaines suivantes, alors que la communauté sombre creusait des tombes pour ceux qui n'avaient pas survécu au gel, principalement 3 familles qui avaient été soit trop éloignées, soit trop obstinément fières pour chercher l'abri d'Ara, des murmures commencèrent à se répandre. L'histoire racontait que l'adolescente dérangée qui s'était terrée dans la terre avait sauvé à elle seule 14 hommes. Cette soi-disant tombe dont tout le monde s'était moqué s'était avérée être le seul havre véritablement sûr dans un rayon de 60 miles. Thomas Carver fut le premier homme à ravaler sa fierté. Il approcha humblement Ara pour lui demander conseil. « J'ai l'intention de reconstruire ma ferme », annonça-t-il. « Cependant, cette fois-ci, j'ai l'intention de le faire correctement. Je souhaite construire exactement comme vous l'avez fait. » Ara accepta sans hésitation. Elle lui indiqua comment choisir la bonne pente. Elle lui enseigna les techniques de creusement. Elle lui montra comment tasser fermement les murs d'argile et établir une fondation thermique avec du gravier de rivière. Elle lui montra comment colmater avec de la boue humide et comment poser un toit de tourbe qui permettait à l'air de circuler sans laisser passer une goutte. Thomas griffonna consciencieusement des notes. Il posa des questions pertinentes. Pour peut-être la toute première fois de son existence, il absorba la sagesse de quelqu'un de plusieurs décennies sa cadette, la traitant avec le plus grand respect d'un professeur chevronné. Le capitaine Osborne finit par jeter son cher guide de survie dans les flammes. Il le donna littéralement à un feu de camp un soir, regardant silencieusement les pages autoritaires se recroqueviller et se transformer en cendres. Se tournant vers sa femme, il avoua qu'il avait perdu 2 années entières à étudier des absurdités théoriques. Pendant ce temps, une pionnière de 16 ans, avec à peine une éducation formelle, lui avait transmis plus de sagesse pratique en 48 heures que toute une bibliothèque de ses volumes imprimés. Le révérend Whitmore provoqua un choc dans toute la congrégation. Lors de son service du dimanche suivant, il consacra entièrement son sermon à la vertu de l'humilité. « J'ai été coupable du péché d'un immense orgueil », déclara-t-il depuis la chair. « J'ai bêtement informé une jeune femme que le Tout-Puissant ne construit qu'en s'élevant vers le ciel. J'avais gravement tort. Le Seigneur construit dans toutes les directions imaginables. Il construit vers le haut, vers le bas et profondément vers l'intérieur. De plus, la délivrance vient parfois des endroits les plus inattendus, apportée par les sauveurs les plus improbables. Je demande pardon à cette congrégation, et je demande plus spécifiquement pardon à Mademoiselle Ara Brennan, qui a préservé ma vie et celle de ma famille, ignorant complètement le jugement cruel que j'avais porté sur elle. Au moment du dégel du printemps de 1887,
5 autres familles avaient creusé leurs propres abris de terre en se basant directement sur le plan d'Ara. Ce n'étaient pas des répliques exactes, bien sûr. Chaque famille ajouta ses propres touches personnelles. Certaines fosses furent creusées plus larges. Quelques-unes incorporèrent de minuscules vitres renforcées. D'autres présentèrent des conduits en pierre légèrement plus sophistiqués. Pourtant, chacune adhérait rigidement à la philosophie de Bektaz. Ils apprirent à construire en harmonie avec la terre de la prairie plutôt que de simplement se percher dessus. Ils laissèrent l'immense masse thermique du sol du Dakota porter le lourd fardeau de la régulation du climat intérieur. De plus, quelque chose d'autre changea dans le territoire. La communauté abandonna discrètement le nom de Militon. Certes, l'ancien titre restait gravé sur les cartes officielles du gouvernement. Cependant, parmi les habitants, un nouveau surnom prit racine. Ils commencèrent à appeler l'endroit le Bastion d'Ara. Il devint connu comme l'endroit même où Ara avait tenu bon. C'était la colonie où une adolescente solitaire prouva à toute une ville que la véritable sagesse ne se cueille pas dans des encyclopédies poussiéreuses, ni ne s'achète avec des poches profondes ou n'est garantie par des cheveux gris. La vraie sagacité vient de l'attention. Elle vient du fait de garder les yeux ouverts. Elle découle du respect des dures leçons apprises par ceux qui ont foulé la terre avant nous. Des grandes pères qui ont bravé les tempêtes en Irlande. Des grands mères qui ont survécu dans les rues du Sierra du Mexique. C'est l'héritage de chaque âme qui était bien trop fauché pour se permettre une autre option que la pure et simple ingéniosité. En signe d'immense gratitude, Thomas Carver céda des acres supplémentaires de son propre pâturage de premier choix à Era. Il lui dit sans détour que cela ne réglait guère la dette. Cela ne compensera jamais vraiment ce que vous nous avez fourni, admit-il, mais c'est le plus beau gage que je puisse offrir actuellement. Ara accepta gracieusement l'acte de propriété et sur ses 10 acres, elle commença immédiatement à cultiver du bois. Elle planta des peupliers, elle enracina des jeunes sols, elle sema absolument tout ce qui poussait rapidement et pouvait éventuellement fournir des poutres solides pour les futurs abris des colons. Son esprit était toujours fixé sur l'horizon lointain. Elle veillait sur la prochaine génération de jeunes qui auraient inévitablement besoin de se tailler un foyer. Un après-midi, le fils du capitaine Osborne lui demanda si elle avait un jour l'intention de construire une maison conventionnelle. Il voulait dire une véritable maison à ossature de bois avec des fenêtres claires et un plancher en planche de niveau. Ara réfléchit à la question un instant. Finalement, elle répondit que peut-être elle le ferait un jour. Peut-être une fois que j'atteindrai mes vieux jours, songea-t-elle, quand mes articulations me feront bien trop mal pour me pencher à travers ce cadre en bois bas. Mais ce bunker de terre a préservé ma vie. Il m'a fait comprendre qu'une personne peut prospérer avec pratiquement rien, à condition de savoir s'associer avec Mère Nature plutôt que de lutter constamment contre elle. Et c'est une leçon durement gagnée que j'ai l'intention d'emporter dans ma tombe. Elle continua à résider au fond de son abri de tourbe pendant encore une demi-douzaine d'années. Pendant cette période, elle se maria à un homme nommé Henrik, un robuste charpentier norvégien qui avait également voyagé vers l'ouest les poches vides. Il avait un profond respect pour son abri souterrain. Il le louait fréquemment comme un coup de génie pur. Travaillant côte à côte, le couple finit par construire une modeste cabane en bois à environ 100 yards de la fosse d'origine. Malgré tout, ils laissèrent délibérément l'abri complètement intact. Ils réutilisèrent l'espace comme cave à légumes, l'utilisant pour stocker des sacs de pommes de terre, des caisses de carottes et des boisseaux de navets. Le climat incroyablement stable, oscillant obstinément entre 50 et 60 degrés Fahrenheit, quel que soit le mois, s'avéra absolument idéal pour prévenir la détérioration. C'était de loin la meilleure chambre froide dans un rayon de 60 miles à la ronde. Ara et Henrik élevèrent 4 enfants en bonne santé. De plus, chacun de ces nourrissons passa ses hivers de pionniers les plus vulnérables, bien à l'abri dans ce même abri, douillés et protégés, pendant que leurs parents peinaient dans la cabane en bois. Des années plus tard, une fois que ces enfants eurent grandi, ils transmirent la légende de l'hiver de 1886 à leur propre famille. Ils parlèrent du blizzard monstrueux qui coûta des dizaines de vies à travers les plaines. Ils se vantèrent du modeste trou de terre qui protégea 14 âmes. Ils racontèrent la saga d'une marginale de 16 ans qui fut mise à la rue pour ensuite tailler un tout nouveau sanctuaire à même la terre de la frontière, en n'utilisant que ses mains nues.
Au tournant du siècle, en 1900, la maison de Tourbe Dara était devenue une sorte de monument historique local. Les vagabonds de passage dans le nouvel État demandaient spécifiquement leur chemin juste pour la voir. Des maîtres charpentiers venaient juste pour étudier son ingénierie brute, mais impeccable. Les maîtresses d'école emmenaient même leurs élèves en excursion, dans le but de leur enseigner les principes de base de la thermodynamique bien avant que de tels termes académiques sophistiqués n'apparaissent dans les manuels. Pendant ce temps, Ara, la même fille qui fut autrefois rejetée comme une folle, une dérangée et une misérable condamnée, était maintenant universellement saluée comme une brillante pionnière, une innovatrice de génie et une véritable sauveuse. Elle s'éteignit finalement dans l'an 1932. Elle avait 62 ans. Son service funèbre attira la plus grande foule que le comté ait jamais vue. Des personnes en deuil attelèrent des chariots et conduisirent des automobiles depuis 3 États voisins juste pour lui rendre hommage, et presque chaque participant avait une anecdote personnelle à raconter. Ils partagèrent des histoires sur la façon dont elle leur avait prêté main forte. Ils parlèrent des astuces pratiques qu'elle leur avait patiemment enseignées. Ils se rappelèrent comment son exemple obstiné leur avait insufflé le courage nécessaire pour tenter quelque chose de totalement non conventionnel, quelque chose que les soi-disant experts avaient qualifié de pure impossibilité. Sur sa pierre tombale, Henrik commanda une inscription plutôt modeste. On pouvait y lire Ara Brennan, 1870 à 1932. Elle a bâti ses fondations dans la terre. Elle a vécu sa vie sous le ciel ouvert. Elle a prouvé qu'un esprit humble procure bien plus de chaleur qu'un cœur arrogant. Étonnamment, ce même abri est toujours là aujourd'hui. Plus de 140 ans ont passé. Il sert actuellement de pièce maîtresse à un modeste musée de comté, et si jamais vous vous penchez à l'intérieur par un après-midi de janvier glacial, vous pouvez encore sentir distinctement que l'intérieur est plus douillet que le porche. Ce n'est pas une différence spectaculaire, remarquez. Il n'y a pas de braise incandescente. En fait, aucun feu n'a été allumé dans ce foyer depuis plus d'un siècle, mais la terre de la prairie n'a pas oublié. La terre conserve toujours sa mémoire. Des sagas comme la légende d'Ara Brennan nous rappellent une vérité profonde que l'ère moderne a largement rejetée. Elle prouve que parfois, la technologie la plus avancée de la planète est en réalité la plus primitive. Elle nous montre que la richesse authentique ne se mesure pas à ce que vous pouvez acheter sur une page de catalogue, mais plutôt à ce que vous pouvez façonner à partir des restes que vous possédez déjà. Elle prouve qu'être jeune n'équivaut pas automatiquement à être ignorant. Tout comme accumuler des rides ne garantit pas que vous ayez acquis une réelle sagesse. Elle souligne que la véritable humilité, le maintien de l'ouverture d'esprit pour apprendre de n'importe qui à n'importe quel moment, vaut infiniment plus que chaque once d'or enfoui profondément dans les Black Hills. De plus, elle nous enseigne que lorsque la société polie vous traite de fou, lorsque les gens ricanent de vos tactiques et parinent de grosses sommes sur votre chute imminente, souvent la meilleure réplique n'est pas de contre-argumenter. La meilleure réponse est simplement de commencer à construire. Continuez à creuser. Continuez à transpirer. Laissez les résultats bruts de votre travail parler d'eux-mêmes. Parce que lorsque le blizzard inévitable finira par arriver, lorsque le jugement impartial de Mère Nature s'abattra sur les riches et les pauvres, ce sera la solidité de votre travail et non le volume de vos vantardises qui décidera en fin de compte qui vivra pour voir le printemps. Si ce récit de la frontière, fait de pure détermination, de sagesse pionnière tranquille triomphant de la vanité creuse, a touché une corde sensible en vous, s'il vous a rappelé qu'il y a toujours une voie alternative, un chemin caché que les riches et les très instruits manquent fréquemment parce qu'ils n'ont jamais été forcés de le chercher. Alors, je vous demande gentiment de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette diffusion avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre. Que se démarquer du troupeau ne fait pas de vous un imbécile. Que manquer d'années ne signifie pas que vous manquez de capacité. Qu'avoir les poches vides ne signifie certainement pas que vous êtes faible. Il existe littéralement des milliers de sagas oubliées exactement comme celle d'Ara, actuellement enfouies au plus profond des archives poussiéreuses des comtés, reposant dans des cimetières envahis par la végétation et liées à des villes fantômes qui ont disparu de la carte il y a des décennies. Ce sont les chroniques de gens ordinaires qui ont démêlé des nœuds impossibles en n'utilisant pratiquement aucune ressource. Des gens qui ont prospéré
alors que pas une seule âme n'aurait parié un centime sur leur survie. Des individus qui ont cimenté des héritages durables et n'utilisant rien de plus que leurs paumes boursouflées et leurs dos endoloris. Cette chaîne a été construite dans le seul but de déterrer ces mêmes légendes. Nous sommes ici pour leur rendre leur mégaphone. Nous existons pour rappeler à la société moderne que les livres d'histoire ne sont pas exclusivement rédigés par des têtes couronnées et des généraux décorés. La véritable histoire de cette terre a été également écrite par des pionnières de 16 ans qui ont creusé des tranchées dans la terre de la prairie, prouvant finalement que parfois, le salut absolu se trouve en creusant droit vers le bas plutôt qu'en tendant désespérément les bras vers le haut. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car la prochaine histoire que je raconterai pourrait bien mettre en vedette un membre de votre propre arbre généalogique. Ce pourrait être le récit d'un arrière-grand-père qui s'est traîné à travers un désert aride, ou peut-être d'une arrière-grand-mère qui a maintenu seule sa couvée en vie pendant une famine dévastatrice. Il s'agit de gens ordinaires, de col bleu, qui ont accompli des miracles sans jamais attendre la moindre louange publique, sans exiger de monuments en bronze et sans anticiper une seule récompense au-delà de se réveiller pour voir un autre lever de soleil sur la prairie. Ce sont ces récits qui ont vraiment du poids. Ce sont ces vérités brutes dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Et si vous êtes encore assis là à absorber ces mots, c'est parce que vous reconnaissez déjà, quelque part au plus profond de vos os, que la véritable résilience n'a jamais résidé dans des palais de marbre. Elle a toujours vécu dans les abris de terre. Elle prospère dans ces coins humbles et négligés de la carte où les gens ordinaires refusent tout simplement de jeter l'éponge. Je vous remercie de votre écoute. Merci d'avoir pris le temps de vous souvenir d'eux et mes plus profonds remerciements pour avoir maintenu ces esprits pionniers en vie en partageant leurs héritages. On se retrouve pour la prochaine histoire. Que votre propre demeure, peu importe comment la laisse construite, tienne toujours le gel à distance. Et j'espère que vous n'oublierez jamais que parfois, la meilleure réplique à un monde qui vous rejette est simplement de creuser un peu plus profond, de construire des fondations beaucoup plus solides et de laisser vos résultats silencieux et indéniables noyer le bruit d'un millier de critiques arrogants.